Bonjour et bienvenue sur AGTélé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu pour tous les âges, le jeu d'échecs. Puis nous allons parler d'un dessinateur de BD, Francis Sapin. Et tout de suite, nous allons parler d'étoiles filantes. Donc je m'appelle Brice Aziza, je suis médiateur scientifique. Donc mon métier c'est d'expliquer en l'occurrence l'astronomie, l'astrophysique, tout ce qui est lié aux sciences de l'espace, même l'ingénierie spatiale, etc. Au public. Et donc on va parler aujourd'hui des étoiles filantes. Alors une étoile filante, ça n'a pas de rapport direct avec les étoiles. C'est plutôt un grain de poussière de l'espace qui va traverser l'atmosphère terrestre très rapidement. Et à cause du principe de friction qui échauffe, comme nos mains quand on les frotte, ce grain de poussière, en traversant le ciel de la Terre vraiment très rapidement, des dizaines de milliers de kilomètres/heure, s'échauffe, brûle, s'embrase et laisse une traînée jaune ou verte, très jolie, très fugace, et au sujet de laquelle on pense qu'elle réalise les vœux. Alors pourquoi est-ce que la nuit des étoiles filantes a été située en août? En fait c'est un choix de l'Union astronomique française. Il y a des pluies d'étoiles filantes plus impressionnantes que celles du mois d'août, en décembre, en janvier, mais celle des Perséides en août, qui nous vient en fait de la comète de Halley, des poussières laissées par la comète de Halley, évidemment est plus agréable à regarder en pleine nuit quand il fait chaud en été qu'en hiver. Le meilleur endroit pour observer une pluie d'étoiles filantes, le mieux étant l'ennemi du bien, c'est déjà l'endroit où vous pouvez être. Ça sert à rien de se dire oh là il y a trop de lumière, je vais pas en voir. Non, si c'est à votre balcon, c'est à votre balcon. Après, si vous avez moyen d'aller à un endroit où il n'y a pas trop de lumière parasite des villes, des lampadaires et autres, ça sera mieux. Donc plus vous allez en altitude, dans la montagne, et mieux ça sera. Mais vous pouvez en voir de n'importe où. J'en ai vu une hier soir à mon balcon au plein centre d'Avignon. Dans les choses à observer cet été dans le ciel, il n'y a pas de phénomène vraiment particulier, si ce n'est le passage de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qu'on peut voir 2-3 fois par nuit sans problème, qui brille très très fort et qui met 2-3 minutes à traverser le ciel. Il y a aussi surtout Jupiter et Saturne, qu'on voit très bien à l'œil nu au coucher du soleil à l'est, Jupiter étant le point lumineux bas sur l'horizon qui brille le plus fort. A bientôt, passez un bel été. Si jamais ces questions-là vous intéressent, j'ai un blog poétique et scientifique dont le nom va s'afficher en bas de l'écran et vous pourrez aller y faire un tour, ça me fera très plaisir. Bon été à vous. Maintenant, nous allons rencontrer Francis Sapin. Bienvenue Francis sur AGTélé. Francis dessine et écrit des bandes dessinées. Il est également professeur de dessin dans la vraie vie et sur internet. Pourquoi la BD ? Eh bien, la BD, c'est la grande passion de quand j'étais jeune. C'est-à-dire que quand j'avais ton âge, je lisais beaucoup de bandes dessinées. Et puis un jour, j'ai réussi à refaire un très beau Spider-Man qui était dans un livre que j'avais. Et j'étais tout étonné, moi, qui dessinait pas forcément bien avant, de faire un Spider-Man presque aussi ressemblant que ceux qu'il y avait dans les livres. Et donc je me suis dit, si je peux en faire un, je peux en faire deux. Et puis je n'ai pas arrêté de dessiner après. Et puis j'ai fini par en faire mon métier. Comment tu as appris à dessiner ? Alors, je l'ai appris tout seul au début, puisque je n'avais pas de bons professeurs de bande dessinée autour de chez moi. Et puis YouTube n'existait pas encore à l'époque pour apprendre à faire plein de choses. Donc j'ai appris tout seul. Et plus tard, quand j'étais grand, j'ai fait une école de dessin pour apprendre le dessin, les techniques de dessin, etc. Mais j'ai beaucoup et très longtemps dessiné tout seul. J'ai appris en refaisant ce qu'il y avait dans les livres. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer ? Eh bien, d'en faire mon métier, tu veux dire ? Oui. Alors, tout simplement, j'ai fait des études, j'ai passé mon bac comme tout le monde. Et après, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire comme métier. J'avais pas trop d'idées. Il se trouvait que j'avais dessiné, comme je te l'ai dit, depuis de nombreuses années seul. J'avais appris à faire des bandes dessinées, j'avais bien progressé. Donc, j'ai décidé de tenter le coup, d'essayer de devenir dessinateur professionnel et d'intégrer une école de dessin. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses difficiles en dessin ? Alors oui, il y a des choses difficiles en dessin et très étonnamment, ce ne sont pas des choses extraordinaires. Tu vois, on pourrait imaginer que dessiner un dragon, c'est très compliqué, c'est vrai que ça l'est, mais le plus dur, c'est de dessiner le corps humain. Et pourtant, on est face à des gens tous les jours, tu vois, on voit leur tête, on voit leurs jambes, on voit leurs bras, on pourrait à la limite savoir comment les dessiner, c'est le plus dur à dessiner.
Parce que si on fait la moindre petite erreur sur le nez, sur les yeux, là où ils sont posés, ça se voit et ça fait tout de suite très moche. Donc ce qui est le plus dur, c'est d'arriver à dessiner un garçon, une fille, un papa ou une maman, etc. correctement. Et c'est ça qu'on apprend le plus dans les écoles de dessin. Qu'est-ce qui t'inspire? Alors moi, ce qui m'inspire pour trouver de nouvelles idées, c'est tout ce qui est nouveau. Parce que depuis le temps que je dessine, je sais faire plein de choses. Je me suis intéressé à plein de choses. Mais pour ne pas m'ennuyer, ce qui m'inspire, c'est d'aller voir quelque chose de nouveau. Donc dès que je vois quelqu'un qui fait quelque chose d'intéressant, dès que je regarde un nouveau film, etc., ça me donne de nouvelles idées. Donc ce qui m'inspire, c'est tout ce qui est nouveau. Ça peut être quelqu'un qui passe dans la rue, ça peut être un livre, un film, tout. Pourquoi une chaîne YouTube? Alors, parce que moi, au départ, comme je te l'ai dit, j'ai dessiné, mais très vite, j'ai eu envie de faire bouger mes dessins. Donc j'ai fait souvent des petits dessins animés en m'amusant, en plus de mes BD. Et puis, j'ai commencé par faire une chaîne YouTube parce qu'il y avait des gens qui faisaient des chaînes YouTube que j'aimais beaucoup, qui étaient très sympas et qui étaient très intéressants à suivre. Au début, ma chaîne YouTube, elle ne marchait pas très fort parce que quand on démarre une chaîne YouTube, souvent, on galère un petit peu à trouver des gens pour regarder les vidéos. Et puis, petit à petit, j'ai eu de plus en plus de monde qui venait voir ma chaîne. Alors, c'est une chaîne pour apprendre à dessiner. Donc, tu vois, c'est toujours du dessin, mais différemment. Et surtout, ça mélange le fait que je sois dessinateur, tu vois, je sais dessiner, mais je suis aussi depuis une quinzaine d'années professeur de dessin, donc je sais aussi expliquer le dessin. Donc j'ai mélangé tout ça, plus un peu faire bouger les choses, et je me suis retrouvé avec faire des vidéos sur YouTube. Voilà, c'était ça la raison. Est-ce que tout le monde peut dessiner? Alors, oui, mais c'est même mieux que ça, c'est que tout le monde dessine. Après, souvent, les gens dessinent et ils se trouvent nuls, parce que eux, ils se disent il faudrait que ça soit aussi bien que ceux qui dessinent dans les livres ou ceux qui dessinent sur les chaînes YouTube. Sauf qu'en vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il ne faut jamais se comparer, et ça, c'est dans la vie, c'est vraiment super important. Quand on fait quelque chose, même si on est au tout début, si on ne sait pas bien faire, c'est super important d'être fier de ce qu'on fait. Moi, par exemple, tu vois, je dessine bien peut-être par rapport à toi, mais dans ma bibliothèque, il y a des livres faits par des gens qui dessinent 1000 fois mieux que moi. Tu vois, donc moi, je suis nul par rapport à certains des gens dont j'ai les livres dans ma bibliothèque. Donc tu vois, c'est pas à cause de ça que je vais me décourager, tu comprends? Donc en fait, moi je m'en fiche, moi je fais du dessin qui me plaît, j'essaie d'apprendre à m'améliorer, à progresser. Hein, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne « Je progresse en dessin ». Et puis peut-être que dans 5 ans, je deviendrai encore meilleur et je serai peut-être le meilleur du monde, qui sait. Mais pour l'instant, je suis très heureux de dessiner du mieux que je peux. Et puis toi, par exemple, qui dessine un petit peu, eh bien, tu dessines du mieux que tu peux et c'est déjà super. Et si tu as envie, après, il n'y a plus qu'à apprendre petit à petit tout un tas de petites techniques, mais ça, c'est autre chose. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien, de rien, et puis à bientôt. Maintenant, on va parler d'un jeu passionnant, le jeu d'échecs. Aujourd'hui, nous sommes partis au parc des Saint-Ruf pour rencontrer Patrick du club d'échecs d'Avignon. Alors, je m'appelle Patrick Vial, je suis président de l'Échiquier des Papes, le club d'échecs d'Avignon. Je pense que la passion qui tourne autour des échecs, c'est cette volonté de pouvoir jouer des parties à l'infini. Aucune partie ne ressemble à une autre. On peut y développer et exercer ses talents de stratège ou de tacticien, par exemple. Ça dépend du style du jeu. Et au-delà de ça, on peut jouer aussi des parties extrêmement rapides. C'est-à-dire que là où les échecs avaient une réputation de lenteur, d'intellectualisme un peu, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas plus rapide que le jeu d'échecs, si on veut. Une belle partie, tout dépend du caractère du joueur. Pour moi, en tant que joueur, une belle partie, c'est une partie à sacrifice. Une partie où il s'est passé des choses tactiques sur l'échiquier, où on a sacrifié des pièces pour parvenir au but, au mat. Des parties un peu compliquées tactiquement. Pour d'autres, ce serait beaucoup plus calme, ce serait un ensemble une stratégie basée sur la possibilité de concrétiser une bonne position, améliorer sa position et petit à petit étouffer son adversaire, par exemple. La technique du boa constricteur et puis la technique du joueur qui met un peu la pagaille sur l'échiquier. Voilà, c'est deux conceptions qui sont tout à fait différentes, qui s'entendent parfaitement aux échecs. On peut très bien préférer l'une à l'autre, mais il n'y a pas
il n'y a pas de stratégie prédéfinie en matière. Je crois que c'est McCorland qui disait qu'il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde. Mais pour jouer, pour atteindre un niveau honnête, s'amuser, il n'y a pas besoin d'avoir de qualité spécifique dans une quelconque matière, que ce soit maths, français, géographie, peu importe. On peut très bien jouer aux échecs et apprendre les rudiments et se régaler et jouer des parties honnêtes dont on peut retirer une certaine fierté sans pour autant être bon dans une matière spécifique scolaire. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que si quelqu'un est bon aux échecs, il peut améliorer ses résultats scolaires. J'aimerais qu'il y ait un maximum de jeunes qui viennent au club, déjà, de féminines, et plus généralement qu'il y ait un maximum de monde qui vienne jouer aux échecs à Avignon, que le club se trouve intramuros, 12 places des Carmes. Il va être ouvert mi-septembre si tout va bien, si on n'a pas encore une nouvelle crise sanitaire ou des consignes contraignantes. Voilà. Alors l'idée, c'est que cette année, il va y avoir une ouverture en termes de tarifs pour tout le monde. Et je invite aussi tous ceux qui pourraient être intéressés à venir le 5 septembre 2021 au Forum des associations au centre de loisirs de la Barthelasse pour prendre contact déjà avec le club. À bientôt au club de l'échiquier des papes. J'attends de vous revoir, ce sera avec plaisir qu'on va vous recevoir. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt sur AJTélé.